Shalom Bracha. Aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, nous allons étudier la paracha de Vayechi. Et plus précisément, on va étudier un midrash qui va nous expliquer le début de la paracha. Alors, le début de la paracha de Vayechi, vous savez qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la paracha de Vayechi par rapport à toutes les parachiotes de la Torah? Il y a quelque chose de spécial. Paracha de Vayechi, par rapport à toutes les parachiotes de la Torah, oui? Elle est stouma, elle est collée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand on fait la Hagba de paracha de Vayechi, généralement quand on fait la Hagba, d'accord? Donc on cherche tout de suite où c'est qu'il y a un blanc, le retour à la ligne. Ah voilà, c'est le début de la paracha. Paracha de Vayechi, le bonhomme il fait la Hagba et l'autre est en train de chercher. Mais attends une seconde, arrête! Laisse-moi trouver où c'est. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun espace entre la fin de paracha de Vayechi, entre la fin de la paracha de Vaïgash et le début de la paracha de Vayechi. C'est ce qu'on appelle une parachia pastouma, collée. En fait, en effet, vous savez qu'il y a deux types de parachiotes dans la Torah. Il y a une parachia, ce qu'on appelle une parachia ptucha. Ptucha, ça veut dire quoi? Vous regardez dans le Chumash, vous avez par exemple, où c'est qu'on va trouver une parachia ptucha ici? Vous avez... Ptucha c'est ouvert? Ptucha c'est ouvert, oui. Par exemple, regardez, Parashat Vaïgash, même Vav Kafret. Il y avait là, vous avez dans le Chumash, vous avez un Samer. C'est quoi le Samer dans le Chumash? Stouma. C'est quoi Stouma? Ça veut dire que vous avez un espace au milieu de la ligne de plusieurs. Un espace blanc, quoi. C'est combien? 9 lettres. 9 lettres. Donc vous avez la parachia se termine avec un mot ou deux mots. 9 lettres d'espace, et on commence une nouvelle parachia. C'est ça ce qu'on appelle une paracha stouma. D'accord? Et vous avez des fois la lettre, la haute P. P, c'est... Par exemple, c'est qu'on a un P. Bon, alors... Moi, j'ai pas dans ce match-là, il n'y a pas tous les... Alors, voilà. Regardez. Paracha Memchet, Pasuk, Perek Memchet, Pasuk Aleph. D'accord? Vous avez là-bas, Pei. Vous voyez? Pei, ça veut dire Ptucha. On revient à la ligne. Et la paracha de Vayechi, comment elle est? En fait, il y a l'espace entre paracha de Vayechi et la paracha de Vaïgash. C'est comme l'espace entre un passouk et un autre. C'est quoi l'espace qu'il y a entre un passouk et un autre? Une lettre. Quelle lettre? Yud. La lettre Yud, c'est l'espace. On n'écrit pas un Yud. On fait l'espace d'écrire une lettre Yud. D'accord? Donc, quelle question on doit se poser? Pourquoi la paracha de Vayechi, elle est stouma? Alors, regardez ce que nous disent nos sages. Vayechi Yaakov be'eretz Mitzrayim. Lama parasha zo stuma mikol parashiot chez la Torah. Pourquoi cette paracha est-elle stuma plus que les autres parashiot de la Torah? En fait, comme on l'a dit, c'est même pas qu'elle est stuma, elle est complètement... C'est une seule lecture. Alors, vous écoutez? Et là. Alors, pourquoi? Kevan sheniftar avinu Yaakov, comme Yaakov il est décédé, itrila she'ebud Mitzrayim al Israël, a commencé le début de la galoute. Donc au décès de Yaakov, la galoute. Comme la galoute c'est satoum, c'est étriquant, alors la paracha elle est stouma. Ça c'est la première explication. Deuxième explication, davar acher. Lama estouma, pourquoi elle est stouma? Mi pene shebikesh Yaakov Avinu legalot et haketz v'nistam mimenu. Yaakov Avinu a voulu dévoiler ce qui allait se passer donc dans l'avenir, dans le futur, et nistam mimenu, Akadosh Baruch Hu, il lui a éteint comment ça s'appelle la connexion. Donc il pouvait plus dire qu'est-ce qui allait se passer dans l'avenir. Donc le mot stouma, ça vient de quel mot?
Satoum, donc c'est éteint. Davar acher, lama estuma, pourquoi c'est stuma? Mi pene chez Satan mimeno kol sarot sheba olam. Parce qu'à partir de ce moment-là, Yaakov Avinu, il a arrêté de souffrir. Donc stuma, ça veut dire aussi Satoum, on va dire c'est un arrêt, l'arrêt de souffrir. Voilà, c'est ce qui est marqué dans le Midrash. Yaakov Avinu, il a souffert toute sa vie. Il a souffert avec l'histoire de Dina, l'histoire de Shimon, l'histoire de Yosef, Lavan, son frère. C'est pas une vie. On va arrêter, on va faire un passage, on va arrêter comment ça s'appelle Non, on va arrêter parce que Yaakov, il a arrêté de souffrir. Oui. Alors, bon, c'est ce on a lu le Midrash, d'accord? Qu'est-ce que vous comprenez? Quelle question vous allez vous poser? On peut répéter là. Oui, très bien. Pourquoi la paracha elle est stouma? C'est ça la question. Réponse, parce que Yaakov Avinu, il a arrêté de souffrir. Et arrêter de souffrir, ça se dit en hébreu, satoum. Par rapport entre la construction de la paracha et Yaakov qui... Alors, a priori, qu'est-ce qu'on a fait là? Le Midrash, qu'est-ce qu'il nous a fait? Un jeu de mots. Hein? Le mot satoum en hébreu, ça veut dire arrêt. Et bon, alors, et là, la paracha, elle est stouma. Donc, bon, si une paracha stouma, c'est pour te dire que c'est un jeu de mots. Quel rapport? Quel rapport entre le fait que la paracha, en fait, vous comprenez, si la paracha, disons qu'en français, on a une difficulté à expliquer le Midrash en français, parce qu'en français, c'est pas les mêmes mots. D'accord? Mais en fait, a priori, il n'y a aucun rapport entre ce que le Midrash nous dit et la question. La question que nous, on s'est posée, c'est quoi? Pourquoi il est collé? C'est pourquoi c'est collé. Bon, et tu m'as pas expliqué en quoi, a priori, pourquoi c'est collé. Oui. Stouma, c'est un arrêt, vous avez dit? Stouma, ça veut dire que... Non, Satoum, ça veut dire, dans le principe, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ouverture. Il n'y a pas d'ouverture. Pas d'ouverture. Par exemple, en hébreu, tu vas dire qu'un tuyau, il est Satoum. Donc le tuyau, il est obstrué. En l'occurrence, c'est-à-dire que quand les stouma, la paracha ne s'arrête pas. Nahon. Elle continue. Donc Yaakov, il a arrêté de souffrir. Donc d'un côté, ça ne s'arrête pas, mais on dit que ça se rapproche à Yaakov qui arrête. Donc Michal, quand tu dis, même le jeu de mots, il est aberrant. Ouais. Il est aberrant. Comme c'est un fait important de... On est d'accord? D'accord, donc vous comprenez la question? Peut-être que comme c'est un fait important dans l'histoire d'Abraham, on a voulu mettre un signe dans la paracha pour qu'on s'en souvienne. Oui, alors tu dis c'est important, on va dire c'est pour pour nous rappeler, d'accord? Mais a priori, de quoi tu te rappelles? Tout est... Au contraire, si tu veux te rappeler, moi... c'est même pas ça, je veux dire quelque chose... Regardez, c'est un midrash connu. Rachi rapporte ce midrash, d'accord? C'est un midrash connu, Rachi le rapporte. Maintenant, a priori, avec un midrash pareil, tu te dis, mais c'est quoi? À quoi ils jouent nos sages? On fait des jeux de mots. Tu poses une super question et la réponse, elle est, on va dire, elle est bidon. Elle n'est pas digne de la Torah. Elle n'est pas digne. Peut-être que c'est nous qui avons mal compris, que c'est pas un jeu de mots. Ah, d'accord. On va essayer de comprendre la profondeur de nos sages. D'accord? Alors, pour ça, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Je vous pose la question. Comment, là, vous avez une question comme ça sur le Midrash, vous dites, je comprends rien du tout. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Regardez, c'était quoi la souffrance de Yaakov? Regardez, c'est quoi la souffrance de Jacob. D'accord? Mais avant ça. Et avant ça. Voilà, travaillons mathématiquement, logiquement. Oui, c'est de réfléchir à la question. Mais oui, d'accord. C'est quoi le lien entre les deux parachutes? C'est quoi le lien entre les deux parachutes? C'est-à-dire quoi? On a un stylo. Vous pouvez voir les sujets des parachutes et voir... Je peux effacer. Sous quelle place ou quelle soulier les deux parachutes? Regardez. J'ai deux possibilités. On est d'accord? Ou bien la possibilité de... Ça marche comme ça. Et après, là, on commence. Va écrire Yaakov. Et on continue. Ça, c'est quoi une paracha? Torah. Et là, on a une autre possibilité. Et là, dans ce cas-là, c'est quoi? C'est ce qui se passe dans la paracha de Vaïchi. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Que c'est dans
histoire. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Quelle différence entre quoi et quoi? Les deux, il y a quoi entre les deux espaces? La question c'est, quelle différence si c'est marqué comme ça? On Si change c'est pas marqué de- on change pas de sujet. comme ça? On est d'accord? Vous avez compris? C'est-à-dire que si on veut comprendre nos sages, il faut qu'on essaie de comprendre quelle différence de lecture, quelle différence de compréhension il va y avoir si c'est marqué patouar ou si c'est marqué satou. On est d'accord? Très bien. Je vous écoute. Ça doit être la même histoire. Alors, on est d'accord que si c'est comme ça, ça veut dire que c'est une partie de la même histoire. Et si c'est comme ça, C'est fini qu'on parle d'un autre truc. il y a un sujet qui s'est terminé et un nouveau sujet. Très bien. Bon, maintenant je vous pose la question. Je vais vous aider. Je vous pose la question. Quelle différence dans la compréhension du pasouk Vaïchi Yaakov Be'eretz Megurei Ariv Shvaïs Reshana. Donc Yaakov a vécu en Eretz Vaïchi Yaakov Eretz Misraim Shvaïs Reshana. Yaakov a vécu en Égypte 17 ans. Quelle différence si c'est marqué ici ou si c'est marqué ici? Ça veut dire qu'il y en a un, c'est dans la Si c'est marqué là-bas, on peut peut-être se dire que c'est une malédiction, un truc comme ça. Mais si c'est marqué là-bas, comme on vient de dire que Yaakov, eh ben, il était mieux dans sa vie. Non, il n'y a pas marqué qu'il était mieux dans sa vie. Non. C'est marqué nulle part. Ça, c'est nos sages qui nous disent. Ah, ok. Nos sages viennent nous expliquer quelque chose, mais il faut comprendre. Oui. Temporellement, peut-être que là, on a l'impression que ça se passe tout de suite après qu'il décède. Et là, si c'est. Non, il n'y a pas marqué encore. Rabotai, oubliez ça. Ce qui est marqué ici, c'est que Yaakov, il a vécu en Égypte 17 ans. Ici, il y a marqué à la fin que Yaakov, il est mort. D'accord? Ici, il y a marqué au début que il descend dans l'Égypte. Donc ici, il y a marqué il descend dans l'Égypte. Là, tu as écrit Yaakov. Et là, Yaakov, il meurt. Peut-être j'ai une idée. Oui. On a vu que le début, ça parlait de l'arrêt de souffrance de Yaakov. Il n'y a pas marqué nulle part que Yaakov, il a arrêté de souffrir. Ah, ok. Nos sages, ils nous disent ça. Ah, ok. Peut-être que le Vaïchi Yaakov, Oui. il vient rajouter que même en Égypte, Yaakov, il a continué à souffrir et il a continué à être. Non, il n'a pas continué à souffrir. Il n'a pas souffert en Égypte. Oui. Juste avant, on a vu que Jacob il est descendu en Israël avec toute sa famille. Oui. Donc peut-être que c'est pour dire qu'il n'y a pas d'interruption entre le moment où entre que Jacob il soit descendu en Israël ou qu'il soit resté en Eretz Israël, il est toujours le même Jacob. C'est le même Yaakov. Il a fait. Alors là, tu dis quelque chose, mais qui en fait, ça n'explique pas vraiment les différents midrashim. Et moi, j'ai posé une question. Je vous ai posé une question. Comment expliquer le passouk Vaïchi Yaakov? Il a vécu. Il a vécu Yaakov. Et alors? Quelle différence si c'est marqué au début ou au milieu? C'est que c'est encore, c'est actuel encore. C'est dans tous les cas, c'est l'histoire ancienne. Donc, genre dans l'histoire, On aurait pu supposer que Je- Yaakov, je- suite à. Je vais vous aider, je vais vous aider. Ah, c'est Vous avez je comprends que vous avez une difficulté, mais je vais vous aider. Comment on commence une histoire aux enfants? On dit au début, Il était une fois. Ah, il était une fois. Très bien. Et il était une fois quoi? Donc il y avait un roi avec une princesse, etc. Et un dragon, et voilà, etc. Et comment on termine une histoire? Il est qui heureux, il tue plein d'enfants. On est d'accord ou pas? C'est bon, très bien. Alors, dites-moi, quand c'est marqué Vaïchi Yaakov, c'est quoi Vaïchi Yaakov? Il était une fois. Alors, il y a marqué Vaïchi Yaakov. Donc Yaakov a vécu en Égypte 17 ans. On peut croire que c'est quoi en fait? C'est une nouvelle histoire. Donc on commence. Il était une fois un bonhomme qui s'appelait Yaakov. Il a vécu en Égypte 17 ans. Et en fait, ce passouk, c'est le passouk introductif de quoi? De ce qui va se passer après. Donc si le premier passouk c'est Vaïchi Yaakov, Yaakov a vécu en Égypte 17 ans, mais c'est le premier passouk. En fait, c'est le passouk introductif. C'est donc en fait, là, ce qui a marqué Vaïchi Yaakov. Yaakov, il a vécu en Égypte 17 ans. C'est quoi il a vécu? C'est pour nous dire en fait, il était une fois Yaakov, etc. D'accord. Maintenant, quand c'est marqué comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas l'aspect de l'histoire, c'est le continuité. C'est pas une nouvelle histoire, c'est la continuité. Alors c'est quoi? C'est ça le truc. C'est quoi? C'est quoi? Je vous ai aidé, je vous ai tout soufflé. C'est-à-dire
qu'il y a eu Je vous ai rien laissé à dire. Comment on termine une histoire? Comment on a dit? Comment on termine? Et ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. C'est-à-dire que la fin de l'histoire d'avant, c'est pas ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Non. Non, c'est celle-là, ça fait vivre heureux aux enfants. Quand il y a marqué, en plein milieu d'une histoire, il a vécu 17 ans en Égypte. C'est pas le début d'une histoire, c'est en plein milieu de l'histoire. Ça veut dire quoi en fait? La suite, c'est le début de la fin. Ah, il y a une ellipse, on veut sauter des plans passage. Non. Je t'ai fait en moteur de. Alors, je vais expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le mot Vaïchi ici, c'est pas il était une fois, c'est Il est quoi. il a. C'est quoi vivre? Il a fini. C'est quoi vivre en hébreu ou en français? Il y a quelqu'un qui vit, il y a quelqu'un qui fait la belle vie. Il y a vivre et faire la belle vie. Le mot Vaïchi, ça veut dire quoi? Vivre. Ça peut vous dire aussi faire la belle vie. Comment je sais ce que le mot vivre? Est-ce qu'il s'agit ici du mot vivre ou du mot faire la belle vie? Dans le sens dans le contexte. Dans le contexte. Et comment je sais le contexte? Avant et après. Si c'est le début, c'est quoi? Il a vécu. C'est l'introduction. Mais si c'est marqué au milieu de l'histoire, c'est quoi? C'est la belle vie. Vous avez compris ou pas? Quand c'est marqué ici, c'est en fait, ils ont vécu longtemps, ils ont eu beaucoup d'enfants. Pourquoi? Parce que c'est en plein milieu de l'histoire. Donc, quand c'est marqué que Vaïchi Yaakov, quand la paracha elle est stouma, en lieu d'être ptoura, qu'est-ce que ça veut nous dire sur le mot Vaïchi? Ça nous change la compréhension du mot Vaïchi. Si c'est au début, Vaïchi c'est il était une fois. Si c'est au milieu, c'est il a fait la belle vie. On est d'accord? Bon, regardez ce que nous dit le Midrash, le dernier Midrash. Une seconde, Davar Acher. Bon, d'accord, d'abord ta question. Non, mais le Midrash, on a vu du début. Mais Jacob, il a arrêté de. C'était quoi le Midrash? Justement, le Midrash qu'on va lire maintenant, c'est le Midrash que tu veux dire. Davar Acher, le dernier Midrash, qu'est-ce qu'il nous dit? Lama Istouma, pourquoi la paracha l'Estouma? Mipne Shisata Mimeno Kotsarot Shebolam. Il a arrêté de souffrir. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant toute sa vie, Yaakov Avinu, il a souffert. Quand il était jeune, il avait son frère qu'il n'aimait pas beaucoup. D'accord? Il a voulu le tuer. Il s'est enfui. Il est arrivé où? Chez Lavan. Bon, Lavan, c'était pas facile non plus. Il sort de Lavan, il revient en Eretz Israël. Qui c'est qui l'attend? Esav. Bon, on termine avec Esav. Comment ça s'appelle? Dinah se fait kidnapper. Il termine, il arrive, il s'installe. Tac, Yosef, il est. Bon, le pauvre garçon. Hein, c'est la vie dure. Il arrive à 130 ans. Il arrive devant Paro. Paro lui dit alors, comment tu as vécu? Il dit, j'ai vécu une vie horrible. Peu d'années et mauvaises années. Et voici que la Torah, là, nous dit, Yaakov a vécu 17 ans en Égypte. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, la Torah, quand il a vécu 17 ans en Égypte? Ça veut dire que ça y est, 17 ans, ça y est. La retraite. La retraite, tu peux dire comme ça, mais la retraite des misères. Ça y est. Là, il a commencé à... Il a soufflé. Il a vécu. Il a vécu en Égypte. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent nos sages? Pourquoi la paracha l'Estouma? Il a arrêté de souffrir. C'est pas un jeu de mots. C'est pas du tout un jeu de mots. C'est la compréhension profonde du texte. Qu'il y a une différence si le mot Vaïchi il est écrit au milieu ou il est écrit au début. Alors, évidemment, nos sages, ils font un jeu de mots pour attraper les nigauds. Les gens qui disent, il a marqué, ouais, il récite comme ça, il a marqué. Attends, tu vois, je crois que nos sages, c'est pas de la blague. Nos sages, ils étudiaient de façon très, très, très profonde. Quand ils te disent, regarde, seulement, regardez, c'est ça la finesse. Ils étudient de façon profonde et ils te font un jeu de mots. Vous avez compris? Ils te font un jeu de mots. Mais en fait, c'est l'étude de texte. Ils ont fait une étude de texte extraordinaire. Ils te disent le mot va écrit. Il n'y a pas la même signification là et là. Oui. Mais depuis le début de Bereshit, on voit que
ouais, il faut, enfin, c'est mieux d'habiter en Israël parce qu'on vit mieux, etc. Et puis là, on voit qu'il kiffe plus sa vie en Alors, Israël. on va voir le reste des Midrashim. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Tu poses une très bonne question. En effet. Mais c'est une réalité. Malheureusement, des fois, le juif ne se sent bien qu'à l'extérieur. Des fois, il a l'impression que maintenant, il est à Jérusalem de Paris. C'est à Paris. Bon, alors, des fois, c'est la, comment ça s'appelle, c'est le sentiment, la capitale. La capitale. Ils se sentent, tu comprends, tu le vois avec les, ils sentent, avec ta peau tricolore. Bon, très bien. Alors, on va voir, d'accord? On a expliqué le troisième midrash. On a compris comment ça marche? C'est-à-dire que nos sages, ils étudient le texte à comprendre quelle différence c'est au milieu, à la fin, quelle signification ça va avoir. Alors maintenant, on va essayer de comprendre le prochain midrash. Le prochain midrash qu'on va étudier, Bezrat Hashem, c'est le premier midrash qu'on a lu. Quand Yaakov est décédé, la galoute a commencé. Et je vous pose la question, quel rapport? D'abord, quelle question vous avez posée? Quand Yaakov est décédé, la galoute a commencé. Pourquoi à ce moment-là? Quoi? Pourquoi les deux c'est relié? Quel rapport? Pourquoi on commence pas quand il est descendu en Égypte? Elle a déjà commencé. D'abord, une question de base. De quel passage qu'on parle? Quel passage qu'on parle? Vaïchi. Quand il écrit Vaïchi, il meurt? Non, il vit. Le passage qui dit qu'il vit. Alors tu nous dis quand il va mourir, la galoute elle va commencer. Quel rapport avec le mot Vaïchi? On dit il a vécu 17 ans, donc je comprends que 17 années plus tard, il est parti. Oui, mais ce que maintenant la Torah nous raconte, c'est pas qu'il est mort. C'est pas qu'il est mort. Maintenant, on commence. Il a vécu 17 ans en Égypte, et voilà, tu comprends? Donc, a priori, ça nous raconte pas la mort, ça nous raconte la vie. Non, je vous avoue, j'étais pas là, ça me crispe. Hein? J'étais pas avec vous là. Tu n'étais pas avec nous? Tu veux que je répète? Je répète. Pour toi, spécial. Vas-y, je répète pour toi, avec plaisir. Alors, regarde. Le Midrash, il nous dit pourquoi de la paracha l'Estouma? Parce que quand Yaakov Avinu il est décédé, la galoute a commencé. Alors, on se pose quelle question on se pose? Mais quel rapport? Le passage qui nous parle de la vie de Yaakov, pas de son décès. Et quel rapport avec la galoute? Et quel rapport avec la paracha les Ptucha au Stouma? Parce que son décès ici, Yaakov, c'était encore le lien, puisqu'il vient d'Israël, c'était encore, on va dire, le lien avec Israël. Là, il est mort. Qu'est-ce qui maintenant, ces enfants qui sont nés en Égypte et tout ça, tous les nouveaux-nés d'Israël, oui, ils sont égyptiens, ils ne vont pas revenir en Israël. Du coup, c'est le début de la guerre. Extraordinaire. Et bon, Joseph. Extraordinaire. Seulement, ce qu'on va faire maintenant, Ouais, je ne sais pas si vous avez compris tout ce qu'il a dit. Excellent. Seulement, ce qu'il faut faire, c'est expliquer dans les psukim. Ouais. Voilà. Dans ma chambre. D'accord? Il est dans la chambre. Ouais, tu es dans sa chambre. Tu as vu la différence? Il faut savoir. Alors maintenant, justement, on va travailler sur ça maintenant. On va travailler sur ça. D'accord? Quelle différence si la paracha elle est plutôt Stouma ou la paracha elle est Ptucha? Je vous écoute. Ce qu'on a déjà dit. Ce que vous avez déjà dit. Ou parce que maintenant on a des nouveaux paramètres. Hein? Ce que vous avez déjà dit. On répète ce qu'on a dit ou il y a des nouveaux paramètres? Je vous pose la question. Regardez. Regardez. Si c'est marqué comme ça ou comme ça, quelle signification, à part ce qu'on a maintenant, ce qu'on a dit jusqu'à présent, quelle autre signification ça a sur la compréhension? C'est la continuité. À savoir. C'est-à-dire qu'il Pas de pause. Il n'y a pas de pause. Parce qu'avant, est-ce que- Donc en fait, il y a ici un terre. Et où il est le prochain terre? En bas. Là. Tac. Alors que là, Là, il y a un inter. là, il y a un terre. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? c'est la même distance, quoi. Que là, combien de titres je dois donner? C'est-à-dire qu'avant aussi, il est tombé. Mais de quoi? Combien de titres je dois donner? C'est ça. Un titre. Et là, De- 2 titres. On est d'accord? Bon, dites-moi les titres. Ah, il n'y a pas un en Égypte et en Israël? Dites-moi. Ah bah oui.
Il y en a, c'est la Ouais, descente. Alors, À gauche, c'est la c'est quoi le début? C'est quoi le début de cette paracha? Vaïgash. La descente. C'est pas Vaïgash, la descente de la descente. Ah. Donc on est en train de la descente. Cascarade. Très bien. Et là, C'est la descente après la vie. Enfin, alors on a Après la descente. la descente Et puis en Égypte. et ensuite on a En Égypte. l'Égypte. Bah, la descente en galoute. Le renouveau direct. Alors, quelle différence entre ces deux lectures? Bah, pour lui, l'Égypte, c'est pas un gros épisode. C'est pas si important Ce que que tu ça. dis c'est très bien, mais pas maintenant. Avant comme ça, viens essayer de dire moi la différence. Dans la deuxième partie, ça veut dire qu'il descend et puis après il se stabilise en Égypte. Alors que là, il descend et il continue à descendre même en Égypte. Il descend et continue à descendre même en Égypte, oui. Alors que là, c'est Tout à l'heure, on a parlé il a une nouvelle vie à 17 ans. Ça montre avec Valérie Jacob quand il y a un seul titre. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'en Égypte, dès qu'il est arrivé, malgré le fait qu'il a une nouvelle vie, le fait d'être en Égypte, ça l'a quand même Donner une seconde vie. ça l'a quand même, on va dire, c'est pas ça, il préférait habiter en Israël malgré le fait qu'il a une. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire, plus ou moins. Je pense qu'il faut encore peaufiner. Alors, regardez, il a dit quelque chose auparavant, il a dit très bien, mais il n'a pas expliqué dans les psukim. Ce que je veux qu'on essaie d'expliquer dans les psukim. Regardez, je vais vous poser la question. Et je sais, j'ai vu. Bon, alors, je vais vous poser la question parce que vous êtes dedans, vous êtes en plein dedans. Quand c'est que quelqu'un, il termine d'être... quand c'est que quelqu'un, on va dire, que c'est que véritablement, quelqu'un, il fait sa alia. C'est quoi faire sa alia? Ça montait. D'accord. Faire la alia, c'est monter. D'accord. C'est quand qu'il a fait la alia? Quand la situation économique lui permet. Non. Ça, c'est dans quel... Ça, c'est typiquement français. Bon, alors... Mais... quand il se sent avec un Israélien et qu'il habite en Israël. Alors, C'est pas un gars qui est-ce que vous pouvez me dire, on va dire, est-ce que faire sa alia, on peut expliquer de quelle manière? Faire ça monter en Israël. avoir la guerre. De deux manières, on est d'accord? C'est quoi la première manière d'expliquer faire l'alia? Je suis en Israël. Tu arrives à Ben Gurion. Voilà. D'accord, tu as été passé à la sorte, tu as pris ton. Tu arrives à Ben Gurion, le bonhomme il est arrivé. C'est quoi? Aolé Hadash. Aolé Quand on Hadash. pose la question, Et on lui tu fait dis, quand je suis il arrive à israélien. truc à Ben Gurion, et Benu Shalom Aleichem. Très bien. Alors ça c'est faire sa alia. Et il y a une autre manière de dire les choses. C'est quoi faire sa alia? C'est monter spirituellement. C'est dans la tête, quand on se sent. Ah ouais, carrément. C'est quand on arrive de parler en français au Chada Ochel de la Yeshiva. C'est ça faire sa alia. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu es arrivé en Israël, bon mais t'es encore quoi? T'es encore avec la tête à la française. T'es encore en train de réfléchir, attends, mais comment il s'appelle? Éric Zemmour. Mais qu'est-ce que t'en as à faire de Éric Zemmour? D'accord, mais non, ça t'intéresse. Ça nous intéresse parce que notre famille, elle est en Voilà, d'accord, très bien. Ah, la famille est là-bas, etc. Mais oublie la famille. Disons que la famille n'était pas là-bas. La question, c'est qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Le bonhomme, il arrive en Israël. Il est encore attaché là-bas. Il regarde encore derrière lui. Qu'est-ce qui se passe là-bas? D'accord? C'est pas que ça. C'est pas que ça. On va dire, il cherche toujours à retrouver le petit français avec qui il peut parler la langue de Molière. Bon, et quand il arrive au Khadar Ochel, il y a 200 élèves. Non, mais lui, il cherche le français pour faire une grande rigolade à la française. Bon. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il n'a pas encore terminé? L'intégration. D'accord? La Aliyah, ça peut être monter, ça peut être prendre le billet d'avion, mais non, ça peut être aussi, on va dire, tout le processus. Et ce processus de l'Aliyah, il prend combien de temps? Ça dépend de chacun, mais généralement, ça se fait pas. C'est pas que tu descends de Ben Gurion, mais ça y est, non. Je viens d'imaginer un truc. Hein? Ça. J'imaginer un Zemmour, mais en Israël. Hein? Ce serait, les Franco-Israéliens ont pas terminé leur assimilation, ils parlent toujours en français. Alors, C'est ça, quoi. donc, qu'est-ce qui se passe? Ça prend un certain temps. Il y en a que ça leur prend 1 an, 2 ans, il y en a que ça leur prend 10 ans et 20 ans. D'accord? C'est un processus. En fait, c'est avec
On est d'accord ou pas? Mhm. On est d'accord. Très bien. Alors la question c'est quoi? Jacob. Qu'est-ce qu'il fait Jacob? La question, là on a parlé de quoi? De la Aliyah. Et là on parle de quoi là? De la Hérida. Mais Jacob, il est toujours attaché à On ça. parle de la Hérida. On parle de la Hérida. Alors la question c'est quoi? Comme ça ou comme ça? C'est quoi? C'est-à-dire que là, il est toujours attaché, alors que là, il commence une nouvelle vie. Là c'est quoi? Il est attaché. Ça c'est quoi? Il prépare son départ en Égypte. C'est Adaïn. C'est une partie de quoi? Il est relié à ce qui était avant. C'est une partie du processus de la descente. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, on parle encore de... On est encore dans la descente. On est encore dans la... Malgré qu'Yaakov Avinu, il vit 17 ans en Israël, il est encore dans le processus de descente. Quand on sait que va commencer la vie en Égypte, ici, Ici, vie en Égypte, parce qu'ils auront plus les. elle commence quand? Jacob, il meurt. Quand Yaakov il meurt. La vie en Égypte commence là. Parce que tout ça, c'est une paracha. Si, par contre, il y a marqué que... Quand c'est que la vie en Égypte commence? Quand il arrive. Ici. Le processus de la descente, il s'arrête quand quoi? Quand on est arrivé en Égypte. Donc, si on dit que c'est une paracha stouma, une paracha ptoura, ça a une grande influence sur la compréhension de quoi? De la descente. En fait, puisque la paracha elle est stouma, ça veut dire que quoi? Il y a une continuité. Que la descente en Égypte ne s'est terminée qu'avec quoi? Qu'avec la mort de Yaakov. Et pourquoi? Je t'écoute. Bah, c'est ce que j'avais. C'est ce qu'il avait dit avant. Pourquoi la mort? Pourquoi la descente en Égypte ne commence qu'avec la mort de Yaakov? Parce que tant que Yaakov vivait, qu'est-ce qui s'est Il y passé? avait un lien encore avec Israël. Il y avait un lien en Israël. Les petits-enfants qui sont nés en Égypte et qu'on va appeler Franck et comment ça s'appelle et François et Eric, d'accord? Leur grand-père, il s'appelle Monsieur Jacob. Papy Jacob, Rabbi Jacob. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a un lien encore. Il y a un lien avec quoi? Israël. Avec Israël. Parce que Yaakov, c'est quoi? C'est le grand-père qui vient D'Israël. d'Israël. Donc, tant que Yaakov Avinu vit, le processus de la descente en Égypte n'a pas été achevé. Il ne va véritablement commencer la vie en Égypte, donc la galoute ne va véritablement commencer que quoi? Que quand Yaakov va décéder. Vous voyez donc que nous n'avons pas du tout là un jeu de... C'est pas un jeu de mots. Quand nos sages ils nous disent la galoute a commencé avec le décès de Yaakov, c'est pas un jeu de mots. C'est tout simplement l'explication profonde de la lecture du texte. Si la paracha elle est stouma, tu dis tout ça comme un bloc, et le titre c'est la descente en Égypte. Comment vous avez trouvé à ces explications? C'est vous qui les cherchez tout seul ou comment? J'étudie. C'est super dur de se dire que c'est vraiment ça et tout, c'est hyper dur. Je t'ai expliqué, c'est vrai ou c'est pas vrai? Ah oui, c'est vrai, mais. C'est vrai, tu peux pas. Comment- Non, ouais, mais comment- je t'ai convaincu. Comment vous Mon avez- travail c'est de te convaincre. Comment vous avez fait? Comment j'ai fait ça? Ouais. Je vais t'expliquer. Quand tu étudies la Gemara, combien de temps tu prends pour étudier un passage de Gemara? Beaucoup de temps. Et tu veux comprendre pourquoi c'est marqué comme ça, et quel mot, et pourquoi c'est marqué comme ça, etc. N'est-ce pas? Pourquoi? Pourquoi tu lis pas ça rapidement, à la va-vite? Ça intéresse. On a envie de comprendre. Mais pourquoi tu lis pas ça à la va-vite? Eux, ils ont trouvé. Parce que tu es conscient que quoi? Que ceux qui ont écrit ce texte de Gemara, c'est qui? C'est des grosses têtes. Hein? C'est des grosses têtes. Il y a une grosse réflexion derrière. C'est Einstein. Bon, Einstein, c'est aussi un juif. Mais eux, c'est les sages. C'est les sages. C'est-à-dire que Einstein, par rapport aux sages de la Gemara, Il y a rien. non, c'est un gentil cerveau. Mais enfin, zéro. D'accord? Comme on dit que Vodor Bimkom Mounar, on le respecte. Mais c'est pas Ravina et Ravashi. Alors, quand tu étudies deux textes de deux livres de Gemara, tu te dis attention, on doucement. Tu peux pas dire ça comme ça. Quand tu étudies le Midrash, ce sont les mêmes sages. Ils ont pas fait le garage pour rien. Ils n'ont pas fait le Midrash pour rien. Ouais, ils s'amusent. Ils nous font des jeux de mots. Mais non. Si nos sages, ils ont écrit quelque chose dans le Midrash, c'est qu'ils viennent nous expliquer quelque chose de profond. Donc, si je veux comprendre le Midrash, je peux pas lire ça comme le Midrash raconte. Je dois lire ça comment? En profondeur. On a dit, attends. Je fais confiance à nos sages qui nous ont pas fait un jeu de mots, qui nous ont pas fait une histoire à dormir debout,
que tout est pesé, réfléchi, et que le jeu de mots, c'est pas le coup de génie. Le jeu de mots, c'est le génie de savoir faire un jeu de mots et de transmettre le message et de t'expliquer tout un paracha en 2 mots. C'est un génie. Mais ce sont des génies, nos sages. Donc si je veux comprendre comment ils ont travaillé, qu'est-ce que je fais? Je te donne cours après que moi j'ai étudié 10 heures, les 3 lignes. Tu as compris? C'est-à-dire que moi je prends énormément de temps pour essayer de comprendre. Et dire, mais qu'est-ce qu'ils ont voulu nous dire? Mais c'est pas possible. Mais pourquoi? Alors maintenant je travaille mathématiquement. Je me dis, écoute, il pose la question, pourquoi c'est Satoum? Alors j'essaie de comprendre. Si c'est Satoum, qu'est-ce que ça veut dire? Et si c'est pas Satoum, qu'est-ce que ça veut dire? Des fois, vous n'arrivez pas, par exemple? Ah bien sûr. Et comment vous faites quand vous Ben, arrivez? j'écris, il faut que j'écris mes questions et je les laisse pour l'année d'après. Incroyable. Ah c'est tout. Pour l'année d'après. Ah ben, ouais. Ben, parce que tous les ans j'étudie le midrash. Tu vois? Et il y a des midrashim qui font mal au ventre pendant des années. D'accord? Il y a des midrashim que des fois tu dis ah, Eureka, j'ai trouvé. Hein? Eureka. Mais c'est nos sages. C'est nos sages, tu comprends? Ce sont les mêmes sages. Maintenant, plus que ça, de façon générale, si tu parles tout ce qui est côté philosophique et de réflexion, c'est généralement, on va dire, plus profond que le côté halakhique, qui est un côté, on va dire, assez succinct. Donc, si l'étude de la Gemara nous demande énormément de réflexion, alors l'étude des paroles de nos sages dans le Midrash, tu vois? Donc, c'est une véritable, c'est une recherche, mais c'est un délice. Ouais, C'est un délice. Tu vois, il faut rechercher. Zéro. Café des délices. Hein? Bon. Il nous reste un midrash à comprendre. D'accord? C'est quoi le midrash qui nous reste à comprendre? Le deuxième midrash. C'est quoi le deuxième midrash? Pourquoi c'est Satoum? Parce que Yaakov Avinu, il a voulu dévoiler ce qui allait arriver et il n'a pas pu. Quoi? Il a voulu dévoiler ce qui allait arriver et il n'a pas pu. Là, c'est vraiment, où c'est que c'est marqué qu'il voulait dévoiler quoi que ce soit? Il dévoilait quoi en plus? Et dévoiler quoi? Alors, a priori, qu'est-ce qu'il aurait dû dévoiler? Voilà, très bien. Tu as compris, voilà, c'est marqué? Alors maintenant, quelle question tu te poses tout de suite? Mais qu'est-ce qu'il aurait été censé dévoiler? Je vous écoute. Qu'est-ce qu'il aurait été censé dévoiler? Oui. Ça veut dire que ses enfants allaient être esclavagés, non? Alors, a priori, attends, Yaakov Avinu, c'est le fils de qui? De Israël. Pardon, qui est le fils de Abraham. Abraham, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu lui a dit après Ben Abetarim? Il a dit que ton père. Tes enfants vont être en esclaves pendant 400 ans, dans une terre qui n'est pas leur terre. Bon, ce message a été transmis par Abraham à Isaac. Bon, Isaac l'a transmis à Jacob. Maintenant, Jacob, il descend en Égypte. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Tout de suite lever le drapeau et dire: et les enfants, attention, nous sommes en danger. On va a priori, on va commencer la galoute. Alors, si vous avez la possibilité, le plus vite possible, c'est quoi? Revenir. Faites vos valises et repartez. Vous n'allez pas vous embourber en France. Mais ils adoraient. Vous allez vite quitter. Mais D'accord? ils quittaient l'Égypte. Bandol, voilà. Vous allez vite quitter Bandol. Hein? Vous allez vite quitter l'Égypte et revenir en Eretz Israël. C'est ce qu'on on était en droit d'attendre ça de Yaakov. Mais non, mais. Est-ce qu'on était en droit d'attendre ça de Yaakov? Ouais. On était en droit. C'est-à-dire qu'a priori, on est étonné que Yaakov Avinu, hein, il dit rien. Il dit rien. Il a marqué la Torah, il a vécu en Égypte 17 ans. Et qu'est-ce qu'il n'a pas marqué? Qui prévient Qu'il a dit à ses enfants: et attention! Et attention! Mais c'est logique, les Bnei Israël ne auraient pas refusé parce qu'ils vivaient la vie de rêve en Égypte. C'est Yosef, c'était le vice-roi, ils ont plein d'argent, ils vivent dans les meilleurs endroits. Tu es excellent, tu réponds à la question, mais attends. Mais Oui, je partirai après et tout, mais Mais- ouais, moi je suis bien. Moi, ici. voilà, c'est très bien. Baruch Hashem. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? La question que nous on se pose, c'est exactement la question. Tu m'écoutes ou pas? Ouais, j'écoute. C'est pas que toi tu parles, après tu t'es dit écoute, c'est super. Alors, hein, qu'est-ce qui se passe en fait? Hein? Moi, j'ai la. Non, mais c'est dans sa chambre. Hein. Bon, alors. On est d'accord? Écoutez, qu'est-ce qui se passe? A priori, on est en droit de se poser la question. Et pourquoi Yaakov,
Il est motu, c'est bouche cousue. Pourquoi il ne parle pas? Pourquoi il ne dévoile pas ce qui doit dévoiler, ce qui doit arriver? Et la réponse, c'est quoi? L'ordre naturel des choses. Hachem, il a dit C'est qu'il devait la aller en volonté d'Hachem, peut-être. La réponse, la paracha, elle est Stouma. Encore. Alors je vous écoute. Quelle différence si la paracha elle est Stouma ou qu'elle est pas Stouma? Mise pour rien. C'est pourquoi vous allez vous sentir. Mais non, il faut Attends, comprendre. le fait que la parole est Touma, c'est à cause de ça qu'il a. Je vous pose la question. Quelle différence si c'est marqué comme ça ou si c'est marqué comme ça? Ok, comme ça, on n'a pas ce qu'il y a avant. Donc on comprendrait pas s'il n'en parle pas. Genre, y a pas Comme de- ça, on ne sait pas ce qu'il y a avant. Et là? Là, on sait ce qu'il y a avant. Bon, alors qu'est-ce que tu dois savoir maintenant? On se dit, Qu'est-ce qu'il y a marqué? Ici? Ah, il faut- En regardant les psukim. Bah, il faut que les roues, ils sont développés. Si c'est marqué Parashat Stouma, c'est-à-dire que ce pasouk-là, il vient juste après le dernier pasouk de Vaïgash. C'est quoi le dernier pasouk de Vaïgash? Ils sont assis à. Vayeshev Israël, Be'eretz Israël. Les enfants d'Israël se sont installés en Égypte. Be'eretz Goshen, en Goshen. Vayeachazouba. C'est quoi Vayeachazouba? Ils se sont enracinés là-bas. Vaïfrou, Vaïbrou Meod, et ils se sont multipliés, ils ont prolifié. Enraciné, c'est fort. Alors qu'est-ce qu'il nous dit le texte? Vayeachazouba. Le Kriyakar, il dit, c'est une honte ce pasouk. C'est une honte. Il dit, ce pasouk-là, il vient nous raconter la honte des enfants d'Israël. Qu'ils étaient en Égypte et ils se sont sentis chez eux à la maison. Ils se sont enracinés en Égypte. C'est là le pasouk de quoi? De la galoute. C'est ça la véritable galoute. C'est quoi la plus grande galoute? La galoute. C'est quand quelqu'un se sent en galoute chez lui. Celui qui est en galoute est en exil, mais il sait qu'il est en exil. Il n'est pas véritablement en exil. Vous savez, je vais vous raconter. Ma mère est une Messasse. D'accord? Rabbi, c'est son nom de famille. Machash, Rabbi Yosef Messasse. Rabbi Yosef Machash, ça dépend en hébreu, en français, non, je sais. Maintenant, Messasse. Le mot Messasse, c'est quoi Messasse? Ce sont des expulsés des Juifs d'Espagne. D'accord? Je connais mes pères et mes grands-pères et mes arrière-grands-pères jusqu'à l'exil d'Espagne. C'était tous des Talmidei Haramim. Et au Maroc. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Mon grand-père, mon arrière-grand-père, Rabbi Yosef Messasse, il a écrit dans son livre une introduction sur la vie de ses parents. Donc de ses aïeux. Depuis l'expulsion des Juifs, de ma arrière-grand-mère, depuis l'expulsion des Juifs d'Espagne. Et il raconte la chose suivante. Le premier Messasse, c'était un certain Rabbi Zikri. Le premier Rabbi Zikri, parce qu'il y en a eu 3 Rabbi Zikri. Le premier Rabbi Zikri. Il y a de cela 350 ans, 400 ans. Il a quitté Meknes, du Maroc, pour aller en Eretz Israël. Et il est mort en chemin. Il a laissé en héritage à ses enfants, donc une tzava, c'est un testament. Dans son testament, il a dit à son fils, n'oublie jamais de monter en Eretz Israël. Son fils, Rabbi Yosef le premier, a quitté lui aussi le Maroc, le Meknes, pour essayer d'aller en Eretz Israël. En chemin, il y a eu des brigands, il est mort. Son fils, il a laissé un testament, monte en Eretz Israël. Rabbi Mordechai, Messasse, il a essayé de monter en Eretz Israël et il est mort en chemin. Son fils, Rabbi Chaim Messasse, il a essayé de monter en Eretz Israël et il est mort en chemin. Son fils, et dans toutes les générations, tac, 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 et tous dans le testament. Et le premier qui a réussi à monter, c'est qui? Mon arrière-grand-père. Il est devenu Rav de Haïfa. Pourquoi il est monté, mon arrière-grand-père? Parce que pendant toutes les générations, les Juifs, ils ont attendu, mais quand c'est qu'on va pouvoir quitter le Maroc? ils ne sentaient pas leur place. Si on n'est pas chez nous. On n'est pas chez nous. Quand le Juif, il se sent chez lui, c'est là la galoute. C'est ça la galoute. C'est que le Juif, il se sent en France et il s'enracine. Il dit, nous sommes des Français. Non, on n'est pas des Français. Nous sommes des Juifs respectueux et reconnaissants du pays qui nous accueille. Mais c'est un pays d'accueil. Ce n'est pas notre pays. Notre pays, c'est Eretz Israël. En France, nous sommes des invités.
Nous avons énormément de reconnaissance vis-à-vis du pays qui nous héberge, qui nous accueille, mais ce n'est pas notre pays. Quand le juif se sent en France français, c'est un juif de galoute. Il n'y avait pas Israël à l'époque. Attends une seconde. C'était à l'époque de quoi? De mon arrière-grand-père? Ouais, mais il savait que notre terre, ça devait être Israël. Oui, non, mais il n'y avait pas le pays. Il n'y avait pas le pays, ça change rien. C'est notre terre. Il y avait des juifs quand même. Bien sûr. Ah, il y a toujours eu des Il y a eu toujours eu des juifs. Qui justement, pourquoi il y a toujours eu des juifs? Parce que de tous les pays du monde, il y a toujours eu des juifs qui ont essayé d'arriver. Il y en a plein qui sont morts en chemin. Et il y en a plein qui ont réussi. Il y en a plein qui ont réussi. Le Ramban, qui habitait en Espagne, il est arrivé en Eretz Israël. Le Kuzari, qui habitait en Espagne, il est arrivé en Eretz Israël. Il est mort en Eretz Israël. Avec des limitations et tout. Et avec toutes les limitations, c'était très difficile d'arriver. Très très difficile. Mais les gens, pour arriver en Eretz Israël, souvent, ils y laissaient leur port. Nous, on dort à l'avion. Il faut marcher combien de temps? C'était pour arriver en Eretz Israël du Maroc, par exemple, ça leur prenait des mois et des mois. C'est compliqué. Ils voyageaient à Dodane. Ils marchaient à pied pour arriver. Ça leur prenait des années d'arriver. Ils faisaient des escales et ils s'arrêtaient. C'est la communauté marocaine en Eretz Israël. D'accord? Elle est là depuis plus de 200 ans. Parce que les Juifs, ils ont quitté le Maroc en tant que communauté, je parle. Il y a plus de 200 ans pour arriver en Eretz Israël. Rabbi Nachman, il a tout fait à la fin. Rabbi Nachman aussi, il arrive en Eretz Il Israël. a dit que quitte à tout quitter pour pouvoir habiter en Eretz Israël, il faut le faire. Il faut le faire, Mon d'accord? père, il m'a dit, quand il était jeune, dans son quartier, il n'y avait que des Marocains. Tirat Carmel, à Réunion. Oui, d'accord. Et mon arrière-grand-père, c'est Rabbi Moshe Sobag, et son frère, c'était Rabbi Yitzhak Sobag. D'accord. Alors voilà. Mais donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Tous ces rachamim là, tout ça pour vous prévenir qu'il est en chemin, ça y est, c'est terminé. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Quand le juif, il s'est enraciné en Égypte, et qui a marqué juste après Vaïchi Yaakov, c'est-à-dire que les juifs, ils se sont enracinés, et Yaakov, il vit sa vie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit rien. Qu'est-ce que nous disent nos sages? Là, c'est la galoute noire. Il n'y a personne pour réveiller l'autre. On attendait que Yaakov y réveille, et Yaakov il n'a pas réveillé. Et la preuve, c'est que Yaakov il n'a pas réveillé. Pourquoi Yaakov il n'a pas réveillé? Voilà, la Torah décrit ça dans un seul. Elle te dit, Yaakov il a vécu en Égypte, juste au moment où elle te dit, les enfants d'Israël ils s'enracinent en Égypte. Pour te dire en fait que quoi? Que Yaakov Avinu, il n'y a pas eu de coupure. Il était parti, il faisait partie de ce, on va dire, de ce processus d'intégration erronée en Égypte. Et en fait, Nistamaketz. Quand Yaakov Avinu, il s'est tué, quand ils se sont implantés en Égypte, c'est là qu'on a perdu, le ketz de la Géoula. On a perdu donc comment ça s'appelle, le jour de la délivrance. Parce que, encore une fois, quand c'est que tu perds la délivrance, quand tu l'attends pas. Quand tu l'attends pas. Celui qui attend d'être délivré, il sera délivré. Celui qui n'attend pas d'être délivré, il ne sera pas délivré. Et ça dépend de nous en fait. Donc c'est pour ça que je dis, pourquoi les Juifs finalement, au jour d'aujourd'hui, ils sont arrivés aujourd'hui à reconstruire un pays? Après 2000 ans. Parce que pendant 2000 ans, ils n'ont jamais oublié que c'est notre pays. Pendant 2000 ans, ils n'ont jamais oublié qu'on n'est pas chez nous. Ni en France, ni aux États-Unis, ni en Espagne, ni en Allemagne, nulle part. Nous ne sommes pas chez nous. Et c'est justement parce qu'ils n'ont jamais oublié qu'ils n'étaient pas chez eux qu'ils ont réussi à revenir. Le jour où on oublie, c'est là la catastrophe. C'est la catastrophe. Et c'est pour ça que la paracha, elle est Stouma. Encore une fois, il ne s'agit pas d'un jeu de mots. Il s'agit d'une lecture du texte tout à fait, on va dire, pointilleuse. Que si la Torah, il n'y a pas d'espace, c'est pour nous dire en fait que Yaakov, il est parti du processus, il fait partie du processus de l'intégration, de l'assimilation en Eretz Israël. A quand même un dernier espoir. À la fin de notre paracha, à la fin de Vaïchi, Yaakov dit à ses enfants, nous sommes en galoute, prenez mon corps et mes ossements, amenez-les en Eretz Israël.
qu'est-ce qu'il a fait en ce moment-là? C'est sur le testament. Il a dit en fait dans le testament, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il y a un peu avec- N'oubliez pas d'où je viens. N'oubliez pas d'où je viens. Et c'est là finalement que Yaakov Avinu, il a laissé, on va dire, les graines de la possibilité de la Géoula. Qui c'est qui va faire la même chose? Yosef. Yosef qui va décéder, il va dire à ses frères, à ses enfants, il va dire, n'oubliez pas de ramener mon comment ça s'appelle, mon cercueil en Eretz Israël. Et le cercueil de Yosef, pendant, on va dire, des centaines d'années, n'a pas été enseveli. Pour être en fait, on va dire, comment ça s'appelle, le drapeau élevé devant toute l'assemblée d'Israël, nous ne sommes pas chez nous. Nous devons revenir au Bercail. D'accord? Alors, Bezrat Hashem, nous avons compris comment nos sages, d'accord, ce sont des chachamim. Vous avez vu 4 lignes de Midrash, tout ce que ça englobe, hein, tout ce que ça englobe, et Bezrat Hashem, évidemment, nous prenons avec nous les messages tout à fait pertinents que nous avons à comprendre et de ce texte. Bon, Adonai Le'olam, Amen, Amen.